Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour le déploiement d'une collection NFT. Donc c'est un sujet, je pense, que vous avez entendu beaucoup parler, les NFT évidemment. On va se présenter rapidement avec Benjamin. Ah, vous m'entendez? Plus fort? Là, est-ce que vous m'entendez? Ouais, vous m'entendez beaucoup mieux. Ok, ça marche, je vais éviter d'abuser sur le son. Non, comme je disais, merci beaucoup en tout cas d'être présent aujourd'hui. On va se présenter mutuellement avec Benjamin. Alors l'objectif vraiment de cet atelier, c'est que ça ne soit pas un atelier chiant où je parle et voilà. Si vous avez des questions, si vous voulez intervenir et si vraiment il n'y a pas de questions bêtes, donc si vous avez besoin de poser une question quoi que ce soit, n'hésitez pas et on pourra voir ça ensemble. Alors je m'appelle Maxence Guyot. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Wagmi Studio et on accompagne les grands groupes dans la création de projets Web3. On accompagne notamment La Poste sur la création de timbres NFT, Société Générale, on a accompagné Sodexo, PMU sur la création de leurs jeux, etc. Et donc on a un angle très conseil. Et ce que je vais essayer de faire dans cette première partie, c'est de montrer cette approche conseil. Comment est-ce que nous, on met en place des protocoles et des process en interne pour vous donner des conseils sur le déploiement d'une collection NFT. Et on a aussi une brique très technologique, très technique, où on va mettre en place les projets, on va les suivre et on va s'assurer que ça fonctionne bien. Donc voilà pour notre part, Wagmi Studio, et on est présent là-bas, on a un stand. Si vous voulez discuter avec nous, il n'y a pas de problème. Alors bonjour à tous, moi Benjamin Auger, je travaille principalement avec les sociétés pour les aider sur leur stratégie d'investissement en crypto-monnaie, donc que ce soit NFT, crypto et parfois equity, donc actions de boîtes Web3 qui sont en train de se monter. Et à côté de ça, j'accompagne des sociétés comme vous avez MetaFight tout là-bas sur tout ce qui va être tokenomics, donc comment créer l'économie autour d'un jeton et après comment lister ce jeton. Et j'ai aussi monté le premier master Web3 reconnu en Union européenne sous le format Business School. Ok, super. Alors juste, je vais préciser, est-ce que tu peux passer la slide? Je vais préciser quelque chose quand même d'important. Parce que souvent, dans le Web3, parfois, on peut être confronté à certains conflits d'intérêts, certains financements, certaines choses. Moi, je tiens vraiment à préciser qu'avec Benjamin, déjà, on ne possède aucun NFT, on va vous présenter juste après, aucun token, absolument rien. Comme ça, au moins, on n'a vraiment aucun conflit d'intérêt avec ce qu'on vous dit, on est complètement neutre. On est complètement indépendant, on est autofinancé. Pour ma part, Wagmi Studio, aujourd'hui, on est une dizaine de personnes, on n'a pas levé de fonds et on évite d'être lié de près ou de loin trop à des infrastructures techniques qui vont peut-être nous resserrer la strate globale. Donc voilà, donc aucun conflit d'intérêt, c'était vraiment quelque chose pour moi d'important à vous préciser. Voilà. Alors, au tout début, quand on parle déjà de NFT, ce qui serait intéressant de préciser, c'est que un NFT, je ne vais pas vous redéfinir peut-être. Tout le monde sait, si vous êtes là aujourd'hui, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est. Ça a beaucoup évolué. Au début, on était sur des NFT très basiques, assez simples. Et maintenant, on arrive dans des niveaux de NFT beaucoup plus complexes. C'est pour ça que la loi et les gouvernements commencent à se méfier et à commencer à créer des réglementations et des lois par rapport à ces sujets-là. C'est qu'aujourd'hui, ça devient tellement complexe. On se dit que ça devient plus un actif numérique, ça devient limite peut-être une action entreprise où ça peut aller encore beaucoup plus loin. Donc, parfois, les NFT sont devenus tellement complexes qu'il faut effectivement passer par des boîtes de conseil, des entreprises. Là, l'idée, c'est qu'on va partir du principe que on va créer une collection NFT assez simple, un peu pour tout le monde. Pardon, c'est bon. Il y a une collection NFT un peu grand public pour tout le monde. Donc, je suis parti du principe que vous aviez fait tous vos petites recherches pour créer, pourquoi pas, une collection NFT de Auxerre 2030, la ville la plus futuriste de France. Et on s'est dit pourquoi pas créer potentiellement des pièces d'art ou peu importe, histoire de créer une collection qui pourrait peut-être attirer du tourisme à Auxerre. Voilà, on est parti vraiment d'un postulat très simple et de se dire qu'on allait créer des NFT d'Auxerre 2030. Alors, dans un premier temps, j'imagine que vous avez fait toutes vos recherches, vous avez fait vos designs, etc. Vous avez décidé quel était l'intérêt du NFT. Et vous vous dites, maintenant que je sais comment trouver mes clients, maintenant que j'ai une idée un peu du prix de mes NFT, que j'ai trouvé un peu le design de mon NFT, comment concrètement je passe de ça à une mise en circulation et de la vente. Alors, la première des choses, c'est un NFT du coup fonctionne sur une blockchain, donc sur une infrastructure qui permet la création et le stockage de NFT et la vente, bien évidemment. Et la première des questions, donc ça ce que je vous donne là, c'est vraiment une espèce de checklist qu'on donne nous à nos clients à chaque fois qu'ils veulent créer une collection NFT. Elle est beaucoup plus longue évidemment, mais là j'ai essayé de le faire le plus simple possible pour que vous puissiez le prendre. Donc si vous voulez
soit prendre des photos, soit vous voulez que je vous envoie le document à la fin, il n'y a aucun problème, je le ferai avec grand plaisir. Ça vous évitera aussi parfois de faire des petites erreurs qui peuvent coûter très cher parce que la création parfois de collections NFT va nécessiter de mettre donc, des éléments de code sur la blockchain qui sont parfois immuables et donc non changeables. Et donc parfois on se retrouve avec des collections NFT où on se dit bah, je voulais changer le prix, je ne peux plus le changer par la suite. Donc si vous ne prenez pas en compte des éléments avant le déploiement, eh ben, vous serez bloqué à vie et vous ne pourrez plus changer par exemple le prix d'un NFT. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir toute une checklist au début. Donc au début, bien évidemment, c'est la blockchain. La blockchain, il y en a de plus en plus. C'est un peu comme les entreprises aujourd'hui qui sont toutes en concurrence. Bah, les blockchains sont toutes en concurrence. Elles ont tous leurs avantages, leurs inconvénients, que ce soit d'un point de vue communauté. Jusqu'à maintenant, c'était Ethereum qui était un peu la reine pour émettre des NFT. Aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'il y a de nouvelles blockchains, des blockchains qui prennent de plus en plus de pouvoir, comme par exemple Solana, où on peut se poser des questions en se disant bah, est-ce que Ethereum, la communauté d'Ethereum va être plus réceptive à mon NFT? Est-ce que ça va plutôt être Solana? Est-ce qu'aujourd'hui, majoritairement des gens vont avoir de la crypto-monnaie Solana, Ethereum? Donc il y a toute une analyse aussi de se dire de la tendance globale qui, au final, va acheter mes NFT et quel est le canal surtout d'achat le plus simple. Aujourd'hui, toutes les crypto-monnaies qui sont EVM, donc basées sur Ethereum, sont davantage faciles, je mets des guillemets, mais plus faciles à acquérir et donc les NFT sont plus faciles à acheter. Mais évidemment, il y a des nouvelles blockchains aujourd'hui qui permettent un achat tout aussi fluide comme Solana. Quel est le standard également choisir? C'est de se dire, OK, les NFT typiquement, on peut considérer ça comme des images, comme des tokens, un peu comme on veut. Et il y a plusieurs standards. C'est de se dire, est-ce que je vais vouloir créer des tokens qui vont tous avoir des ID différents et donc créer vraiment une valeur pour chaque NFT, ou au contraire, je vais vouloir créer des NFT qui n'ont pas d'ID et donc qui vont pouvoir être duplicables à l'infini. Ça va être aussi un élément de perception de valeur dès le début. Vous allez pouvoir imaginer et vous dites, bon, bah, est-ce que je veux créer une communauté avec des NFT uniques ou pas? Et évidemment, Benjamin, si tu veux compléter. Alors, les deux standards qui sont les plus utilisés aujourd'hui, c'est le ERC 721 et le ERC 721A, qui est la version en fait écologique de l'ERC 721, et le ERC 1155. Ce qui va vraiment les différencier, c'est que le 1155, il n'a pas de token ID. Et il faut imaginer vraiment la blockchain comme un tableau Excel. Et moins on met d'informations, moins ça coûte cher. Du coup, le 1155, il va plutôt être duplicable et ça va s'adresser plus à du gaming. On va avoir un objet qu'on peut dupliquer à l'infini pour chaque joueur. Et le RC 721, ça peut être un land dans ce jeu vidéo, où là, bah, ça a une localisation très précise, avec des caractéristiques très précises, qui va faire que chaque NFT, chaque land est différent. Alors que le 1155, ce sera toujours le même. Par exemple, dans un jeu, ça pourrait être une épée. Bon, on a l'épée rouge, l'épée bleue, c'est toutes les mêmes. Par contre, le land qu'on a ici, bah là, ça va être le land est et le land ouest, et vont être complètement différents. OK? Deuxième étape majeure, c'est de se dire, au final, donc, on appelle ça la gestion des transferts et des ventes des NFT. Allez-vous permettre aux utilisateurs de vendre ou d'échanger leurs NFT? Alors ça, c'est important parce qu'au début, si vous pouvez très bien dire, bah, des NFT, je veux bloquer tout transfert. Parfois, c'est une condition qu'on peut mettre dans les NFT. Alors effectivement, ça pose évidemment beaucoup de questions. C'est de se dire, est-ce qu'on veut qu'un actif qui est soi-disant du coup décentralisé, tout le monde peut posséder dans son portefeuille et donc on puisse transférer un peu à tout va, est-ce qu'on accepte que les utilisateurs puissent le transférer ou pas? Par exemple, on peut imaginer une carte d'identité. Est-ce qu'une carte d'identité, c'est un NFT, c'est décentralisé, enfin c'est une carte d'identité par exemple sur un NFT pourrait être possédée par l'utilisateur, est-ce qu'on souhaiterait qu'il y ait un transfert possible? Pareil, par exemple, si nous on est en train de travailler avec une entreprise pour permettre de donner des badges aux collaborateurs à chaque fois qu'ils font des bonnes actions ou au contraire pour les motiver, un peu comme des badges d'entreprise, est-ce qu'on souhaiterait que ces badges-là, on puisse les transférer ou pas? Ça n'a pas forcément de valeur monétaire et souvent quand on supprime le transfert, ça n'a pas de valeur monétaire derrière, ça a souvent une valeur très personnelle. Et deuxièmement, c'est de se dire, est-ce que les utilisateurs vont pouvoir faire du profit sur ces NFT? Est-ce qu'ils vont pouvoir les revendre? Ça pose également beaucoup de questions, parce que s'ils peuvent revendre un NFT, ils peuvent potentiellement faire de la marge. Et donc là, on est soumis aussi à quelques réglementations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on développe aussi un contrat, un smart contract, ou qu'on passe par une agence, ou peu importe, un outil, on va faire l'exemple tout à l'heure, de passer par un outil, c'est important de savoir ça, parce que parfois, vous allez peut-être vous faire retoquer, pour dire, bah, attendez, du coup, l'actif que vous étiez en train de vendre, bah, potentiellement, il peut être spéculatif. Donc là, on va rentrer dans certaines catégories. Et parfois, peut-être par ignorance, on peut se retrouver après dans quelques petits problèmes.
Est-ce que vous allez permettre aussi aux utilisateurs de supprimer les NFT? Hyper important. Est-ce que vous allez offrir une telle liberté aux utilisateurs de dire eh ben, on peut même brûler la collection, les NFT, et de se dire que potentiellement, c'est son choix, il a acheté un NFT, il peut le supprimer. Il y a une question qui s'est posée par rapport à ça. Une personne qui, je me rappelle, nous avait contacté pour acheter, il avait une pièce d'art qui valait très très cher et il voulait brûler la pièce d'art physique pour en percevoir un NFT. Et ben, la réglementation en France, c'est qu'on n'a pas le droit de faire brûler une pièce d'art quand elle est connue mondialement, on n'a pas le droit de la faire brûler. Donc on peut se poser la même question par rapport à un NFT. Est-ce qu'un NFT, on pourra par la suite autoriser les gens à se faire supprimer une pièce d'art digitale ou pas? Après, tu veux que j'enchaîne sur le pourcentage de royalties? Alors là, c'est vraiment à vous de voir. La norme, quand les NFT ont commencé, c'était autour des 10%. Aujourd'hui, c'est très, très compliqué. Je dirais plus que la norme est autour des 3% et peut-être 5% si vous êtes très, très connu. J'ai envie de dire aussi, avec toute la mode sur les ordinals, donc les NFT, j'ai envie de dire entre guillemets, qui sont faits sur Bitcoin, on est plus proche du 0%. Donc c'est vraiment à vous de voir. Si vous êtes sur Ether, peut-être que vous pouvez faire du 3%. Sur d'autres blockchains, ce sera plus proche du 0. Et si vous êtes avec un artiste très connu ou qu'il y a quelqu'un de très connu autour de votre team qui a déjà fait des très gros projets, vous pourrez monter au maximum à 5%. Au-dessus, c'est suicidaire, sincèrement. Je reprécise quelque chose aussi qui est important, c'est que quand on fait son déploiement, quand on pense un peu à ces NFT avant, il y a deux manières de faire. Soit on assume totalement et on se dit, bon, on va bloquer les NFT, on ne va pas permettre la vente, on va permettre la vente, etc. Et on va le marquer dans le smart contract et après on ne pourra plus le changer. Ça, c'est un choix. Alors, c'est top, mais si on veut changer de stratégie, on ne peut plus. Et ce qui est pas mal, c'est que vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis des gens autour, on se dit, bon, ils assument leur choix et on sait que c'est complètement fermé par la suite et ils ne pourront plus jamais permettre de créer des NFT à tout va, etc. Et puis, il y a la deuxième manière de faire, c'est de se dire, je vais faire des choix dans ce smart contract, mais je vais toujours me laisser une petite backdoor pour me dire, bon, si un jour je veux que le NFT soit plus vendable, je peux le faire. Si je veux que le NFT puisse avoir des royalties plus élevées, je peux le faire. Sauf que ça pose la question également de se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de tromper un peu l'utilisateur final en se disant, bon, les NFT, on le possède, mais au final, si le propriétaire se permet tout le temps de changer le NFT, est-ce que réellement il le possède? Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant de se dire, moi je suis plutôt de la team de se dire, si une fois que vous avez fait votre choix et la checklist, il faut un peu aligner la stratégie. On a fait ça récemment avec une collection NFT qu'on a accompagnée et ils ont dit on ne touchera pas, on ne pourra pas accéder au fonds tant qu'on n'aura pas vendu 20 ou 30% de la supply, 20 ou 30% des NFT. Donc aujourd'hui, tant qu'ils n'ont pas vendu les NFT, ils ne peuvent pas récupérer les fonds. Et ça donne un sentiment de trust et de confiance juste incroyable vis-à-vis de la communauté. Ils se disent, au moins on sait qu'ils vont se buter à fond pour pouvoir accéder au fonds et donc continuer à financer l'opération. Alors, petite précision quand même, par rapport au contrat, vous pourrez voir sur les différentes plateformes d'échange, quand ils sont marqués freeze, c'est comme ça qu'on dit, c'est qu'on ne peut plus les toucher. Malheureusement, les plateformes sont un peu mal foutues aujourd'hui. Quand bien même ce sera marqué freeze, dans 99% des cas, l'honneur du contrat pourra le changer. Les plateformes ne sont pas très agiles par rapport à ça. Et il vaut mieux utiliser des trust scores qu'on verra à la fin avec OpenGem, qui sera notre partenaire sur la partie no-code, qui permet d'authentifier ça. Typiquement, donc, ça fait un lien avec justement ce que je vous disais, c'est est-ce que vous allez permettre aux créateurs de la collection NFT de supprimer les NFT, voire de supprimer la collection? C'est quelque chose qu'on peut faire. Nous, on a déjà créé des collections test et après, on décide de tout supprimer. Sauf que, encore une fois, la plupart des gens qui vont acheter les NFT, ils ne savent pas lire du code. Donc, en fait, il y a une forme peut-être aussi de tromperie, de se dire, potentiellement, mon NFT, peut-être qu'il peut être supprimé. Donc ça, ce sont des choix qui vont faire aussi gagner la confiance des communautés. Il ne faut pas oublier que les NFT, pour le moment, encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est raconter des histoires dans le bon sens du terme et c'est aussi avoir beaucoup confiance. Donc aujourd'hui, quand on perd la confiance d'une collection, d'une communauté, c'est mort. Moi, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée quand je travaillais avec un investisseur récemment, il m'avait dit « Aujourd'hui, on lève plus des fonds, on lève des armées ». Et j'aime bien cette phrase parce que les fonds, aujourd'hui, ça se multiplie dans tous les sens. Les armées, les communautés, c'est compliqué à avoir. Et donc la clé aujourd'hui, l'or d'aujourd'hui, c'est la confiance, c'est la confiance des communautés. Et deuxièmement, c'est comment seront gérées les autorisations d'accès au smart contract? C'est de se dire, est-ce qu'il y aura une personne physique qui va accéder au smart contract et donc le modifier? Ou est-ce qu'on va faire, comme nous on met en place avec des entreprises, des corporates, dire non, il y aura une multi-signature, il faut être 3 pour pouvoir décider d'une modification. Encore une fois, la confiance et la sécurité. Prix des NFT, exactement la même chose, je vous ai dit tout à l'heure. Prix des NFT, une fois que je l'ai choisi, le prix du NFT,
si je décide d'avoir une stratégie de non-suppression et d'assumer totalement le prix des NFT, je ne peux ne jamais le bouger. Au contraire, je peux décider de dire, bon, bah, je vais laisser une backdoor au prix et je pourrais le changer un peu comme je veux. Pareil pour les solutions de paiement et les montants des royalties, bah, exactement comme on disait avec Benjamin. Ça, je pense que tu peux passer, Benjamin, parce qu'on n'aura pas le temps. Ok. Quelque chose qu'on... Tu peux la repasser celle-là aussi, Benjamin? Ouais, passe... non, passe d'après. Ok, voilà. Je vous parlais tout à l'heure de confiance et de possibilité de changer les attributs dans les NFT, On peut également changer les images. C'est pour ça qu'il faut aussi faire attention à... Je possède un NFT, je l'ai dans mon portefeuille, super. Il y a plusieurs collections NFT qui peuvent se permettre de supprimer ou de modifier le visuel d'un NFT. Pareil, il faut toujours être hyper vigilant et il faut se dire dès le début. Alors, il y a plusieurs méthodes, on pourrait vous en parler avec Benjamin, et il y a eu des collections NFT qui l'ont déjà mis en place, de faire en sorte de non changer, de ne plus pouvoir changer les photos. Et ça apporte également beaucoup de confiance vis-à-vis des utilisateurs parce que si demain vous achetez une collection NFT à 500 000 €, des Bored Ape ou peu importe, et que vous avez une banane à la place, c'est un peu compliqué. Donc encore une fois, la trust, quel sera le format des NFT? Peut-on modifier ou supprimer les visuels des attributs? Pareil. Et comment vous assurer la durabilité à long terme des NFT et de leur stockage? C'est de se dire, bah, typiquement, si je passe par une plateforme complètement centralisée, type Amazon ou quoi que ce soit, et que l'utilisateur, le owner de la collection, le créateur décide de ne plus payer Amazon, il se passe quoi? Il n'y a plus d'image, il n'y a plus rien et on arrête tout. Donc voilà, donc il y a aussi une question de durabilité et de stockage de tout ce que vous allez mettre en place. Ok, bah, de toute façon, on a parlé tout avant, ok. Et puis, je pense que c'est le dernier point, ou peut-être l'avant-dernier point. C'est le dernier point. C'est surtout ce qui est intéressant, c'est l'IP, la propriété intellectuelle. Est-ce que vous allez permettre aux utilisateurs d'accéder à la propriété intellectuelle de chacun des NFT? Typiquement, moi, j'ai mon NFT qui est particulier. Est-ce qu'il me donne des droits particuliers? Est-ce que commercialement, je peux l'exploiter? Et tout ça, encore une fois, ça se met dans le smart contract. Lors du déploiement, ça se pense. Parce que si vous interdisez toute IP, toute protection intellectuelle, ou au contraire, si vous l'acceptez, ça change complètement la donne. Par exemple, moi, si j'achète un NFT et que je peux le mettre dans un film, comme c'était par exemple le cas avec un des clips, et je vous invite à regarder, d'Eminem avec Snoop Dogg, ils ont chacun mis leur NFT dans un clip qui a fait des dizaines de millions de vues, parce qu'ils ont la propriété intellectuelle de ce qu'ils ont acheté. Dans le cas inverse, et il y en a eu plein, il y a eu des procès, beaucoup de procès qui sont en cours, c'est OK, tu as ton NFT, mais tu n'as pas la propriété intellectuelle. Alors là, on va passer sur la partie un petit peu plus académique, un peu plus court de ce webinaire, où je vais vous montrer justement comment on peut analyser l'ownership d'un NFT. En gros, est-ce que les assets, donc très souvent une image, mais ça peut être une musique, ce que vous souhaitez, sont présents. Alors j'ai mis exprès beaucoup de tests parce que je vois que personne n'est venu avec un PC, mais au moins, vous pourrez prendre, n'hésitez pas à prendre en photo, sinon sur mon LinkedIn, vous pourrez retrouver gratuitement tout ce tuto en entier pour pouvoir le refaire à la maison. Et on va apprendre, est-ce que mon NFT m'appartient vraiment? Est-ce que les assets, je les détiens? Alors, spoiler, on va voir que dans 99% du temps, non. Mais au moins, maintenant, vous êtes aguerri et vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'être ingénieur, il n'y a pas besoin de savoir coder. Tout le tuto vous explique tout de pas à pas. Alors, le site qu'on va utiliser, c'est Etherscan, parce que quand j'ai créé le truc, on était surtout sur Ether. Mais vous pouvez utiliser SolScan, Polygon Scan, suivant la blockchain, bien sûr, qui va être liée à votre NFT. Vous allez aller dans l'onglet Contrat. Vous voyez, là sur Etherscan. Alors, c'est un peu pixelisé, mais si vous récupérez le tuto sur LinkedIn, ne vous inquiétez pas, ça ne l'est pas du tout. On a plusieurs onglets et vous allez aller dans le contrat. Il y a une première chose à regarder au niveau du contrat, c'est qu'il y a une petite pastille verte au niveau de ce contrat. Et là, on est encore un peu dans le flou de blockchain. La blockchain, on a toujours du mal à faire de la bonne UX, à faire quelque chose de très clair. On a cette petite coche qui nous dit « Contract source verified ». Alors, ça nous paraît stylé. Ça nous dit « Ah, le contrat, il est vérifié, c'est qu'il doit être bon. Il n'y a pas forcément de scam ». Non, ça veut juste dire que le déployeur de la collection, donc le développeur, a mis en open source son code. Parce qu'on peut publier un NFT dans la blockchain et ne pas être du tout transparent. C'est-à-dire que je peux faire une arnaque, le mettre sur la blockchain et tout public et être pourtant vérifié. Okay, donc vérifier ne veut pas dire que mon contrat est propre. Ça veut juste dire qu'il est public.
Parce que, encore une fois, une très bonne personne savent lire des lignes de code. Donc, encore une fois, même s'il est open source et qu'il y a du code que personne ne vérifie, ça peut aussi être une arnaque. Donc, il faut faire vraiment attention à toutes les coches un peu, vous voyez sur Instagram ou partout, vous voyez sur tous les réseaux sociaux, ça n'a pas du tout la même définition pour le coup. Alors, on va voir 6 méthodes différentes. On va commencer par une collection. À chaque fois, je vais vous mettre des collections plus ou moins connues. Comme ça, vous pourrez voir un peu l'étendue du marché des NFT. Donc, Coolcat, c'est une collection qui est montée assez haut, qui est montée jusqu'à une vingtaine d'Ethers, qui aujourd'hui a beaucoup baissé. Et eux, tous les NFT, ils sont stockés sur un site internet. Ça vous paraît peut-être pas très bizarre, et pourtant, c'est une des pires méthodes de stockage. Ici, je vous explique toute la méthode pour retrouver la collection, pour le refaire à la maison, pour vous entraîner. On va pas la détailler ici aujourd'hui, mais le fait que ce soit stocké sur un site internet, donc un serveur, fait que si demain le site internet de Coolcat ferme, est attaqué, bug, tout ce qu'on veut, votre NFT ne vaut plus rien. C'est-à-dire que vous allez aller sur les plateformes d'échange, ça ne va pas afficher votre petit chat tout mignon, et on parle d'une collection où on était à 20 Ethers de flore, hein. C'est beaucoup d'argent. Eh bien, vous allez avoir erreur 404, on ne trouve pas l'image. Et là, plus de NFT foutu. Faire très attention avec OpenSea, qui a un petit effet pervers. OpenSea stocke les images eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont vous afficher que le NFT ne bug pas, alors que dans les faits, il ne vaudra plus rien parce qu'il ne sera pas affiché, on va dire, dans la blockchain. J'exagère un peu, mais c'est un petit peu l'idée, ok? Donc, faire très attention avec ça. Ça, aujourd'hui, quasiment, ça ne se fait plus, mais ça, c'est fait. Et depuis, ils ont corrigé le tir et ils vont passer sur la deuxième solution qu'on a ici. Alors là, on a sur la collection Bored Ape Yacht Club, qui est sur 25 Ethers de flore actuellement, qui est montée à 100 Ethers, une des collections les plus populaires sur les NFT. Et eux, ils sont stockés du coup sur IPFS. Donc IPFS, c'est une méthode de stockage qui n'a rien à voir avec la blockchain, qui est du peer-to-peer. C'est-à-dire que vous pouvez connecter votre ordinateur au réseau IPFS, stocker des données et qui peuvent être utilisées par n'importe qui dans le monde. C'est tout simplement un réseau d'ordinateurs connectés très utilisé pour stocker des images et notamment pour les NFT, mais rien à voir avec la blockchain. Alors, le problème d'IPFS, c'est que c'est le déployeur du smart contract, donc le développeur, qui détient du coup l'ownership du contrat. Parce que vous, ce que vous avez contractuellement, c'est simplement cette petite adresse. Et moi aussi, dans mon Google Maps, je peux avoir le chemin pour aller d'ici à la Tour Eiffel. Ça ne veut pas dire que je possède la Tour Eiffel. Bah là, contractuellement, ce que vous possédez, c'est le chemin pour accéder à l'image. Mais vous ne possédez pas l'image. OK ? Et le problème, comme je disais, c'est comme c'est le déployeur du contrat qui détient l'accès au IPFS, c'est lui qui doit payer ce réseau d'ordinateurs. Alors ça passe par un site internet tout simple. Il faut payer environ $50 par an pour une collection, et ça fluctue suivant les demandes. C'est lui qui doit payer. Si demain, Bored Ape oublie de payer, le développeur il n'a pas envie, ou finalement les NFT ça devient plus trop hype, et puis ça redescend, puis ça finit par exploser, ils oublient de payer, bah pareil, erreur 404, les fichiers sont supprimés. Et ce qui est encore pire avec IPFS, c'est qu'il est impossible de changer un lien IPFS. C'est-à-dire que ça va toujours renvoyer vers cette image, qu'elle existe ou non. Donc ça, c'est un vrai problème. Pourquoi on utilise IPFS? Vous allez voir après dans la méthode qu'on utilise après, c'est que c'est assez cool pour afficher les images un petit peu plus rapidement que la blockchain. Okay? Parce que si, quand je vais sur ma page OpenSea pour voir mon NFT, ça prend 15 minutes, ce qui est à peu près ça si vous mettez totalement on-chain de manière pas très bien, c'est pas top. IPFS est un peu plus rapide, tout comme les sites internet, et c'est pour ça qu'après on va avoir la meilleure des solutions, c'est une solution hybride, parce qu'on va avoir une solution qui va être très rapide. Bah, comme IPFS c'est moyen rapide, le site internet c'est très rapide, et on va avoir d'autres solutions qui sont pas du tout rapides, mais qui sont très bien pour sécuriser vos assets. Alors là, on va avoir une autre collection, donc Avastar, elle qui est ultra bien codée. C'est un des smart contracts de NFT les mieux faits au monde. Problème, ça n'a pas du tout explosé, tout le monde s'en fout, ça ne marche pas très bien. Ils ont quand même sold out, mais ça n'a pas beaucoup de valeur. Et eux, ils le font en SVG. SVG, c'est du coup du code, comme du HTML, peu importe, où cette
tous ces caractères, on le voit, hein, c'est très, 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 très long. Tous ces caractères de code vont amener au fait que ça va créer une image. En fait, ça va reprendre pixel par pixel tout ce qui a été fait avec du code. Et ça, aujourd'hui, c'est la meilleure méthode pour sauvegarder sur la blockchain. Le problème, c'est que du coup, vous voyez, je vous ai dit au début, imaginez que la blockchain, c'est un grand tableau Excel. Plus je mets de données dans ce tableau Excel, plus ça coûte cher. Et là, on voit, par rapport à tout à l'heure, j'avais juste un petit lien. Bon, un petit lien, ça ne coûte pas très cher à mettre. Quand je mets toute une chaîne de caractères, ça coûte beaucoup plus cher. Et du coup, c'est l'un des désavantages de stocker en SVG. Ça va coûter un peu plus cher quand je vais acheter le NFT, quand je vais le transférer, quand je vais le minter. Là, on va passer sur les méthodes, je vous le mets pour la culture, qui sont exotiques, mais qui existent quand même. Avec du coup Broadchain qui, eux, est stocké en B64, c'est-à-dire que plutôt que de le mettre en SVG, ce SVG-là, je vais le compresser, tout simplement. C'est comme faire un fichier zip sur son ordinateur. Et je vais mettre la chaîne de caractères en B64. Donc, du coup, j'économise un petit peu de place et ça permet, du coup, de payer un petit peu moins cher les frais de transaction. Mais ce n'est pas très utilisé, puisque après, quand on veut taper la data du NFT, c'est encore plus long, puisqu'il faut d'abord décoder le B64, après récupérer le SVG, décoder le SVG, et enfin, ça affiche. Donc, ce n'est pas facile à utiliser. Et après, donc ça, c'est Mooncat. C'est hyper intéressant. Ça a un petit peu mooné d'un point de vue floor price, mais ce n'est pas non plus l'une des collections les plus hypées sur Ethereum. Ça, c'est hyper intéressant. C'est qu'ils ont décentralisé leur contrat. Donc, je vais m'expliquer. Ils ont utilisé, au lieu de faire un smart contract, on met tout. On va faire 5 smart contracts qui vont faire qu'on a notre petit chat ici en pixel. Et du coup, en fonction des actions que je vais utiliser qu'une partie du smart contract. Et du coup, je ne vais pas avoir à utiliser toute la partie dont je n'ai pas besoin, mais qui va me coûter de l'argent, qui va me coûter du gaz en fait sur la blockchain. Donc ça, c'est très compliqué à faire pour le coup, ça coûte beaucoup d'argent et c'est plutôt un défi technique qu'une solution qui est très 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 utilisée. Mais voilà, c'est intéressant. Et on va terminer avec Radioactive Punk, qui du coup, eux, ont décidé de stocker sur une autre blockchain qui s'appelle Arweave et qui est une blockchain spécialisée dans le stockage. Donc là, ils ne sont pas sur Ethereum. Et donc, du coup, la persistance des NFT font que tant que Arweave marche, eh ben, on va toujours avoir notre petit punk. Voilà. Donc ça, c'est assez utilisé. Moi, je ne suis pas très fan parce que je ne suis pas très fan d'Arweave. Mais si vous utilisez ça, il n'y a aucun problème. En tout cas, les développeurs et dans le milieu, ça ne va pas faire que votre NFT vaut moins cher. C'est moi, d'avis personnel, je préfère que tout soit sur la chaîne de référence, mais ça, ce n'est pas vraiment un souci. Et là, si vous voulez, ce qu'on va vous proposer, c'est comment on peut déployer une collection de NFT en no-code, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas tous développeurs, mais heureusement, en 2023, on a créé des solutions qui permettent de créer des collections de NFT assez simples. On va voir, on ne peut pas aller sur quelque chose de très poussé, mais si vous voulez faire une petite collection de NFT pour votre club ou pour un pub, je ne sais pas, je fais une petite réunion blockchain chez moi, je vais leur faire un petit NFT pour rigoler. C'est un truc un peu sympa qu'on peut faire sans avoir à coder et où on n'a pas besoin de WAGMI Studio. Là, ils vont travailler des contrats qui sont plus compliqués avec des infrastructures un petit peu plus complexes. Ouais, non, mais de toute façon, le temps que tu le mettes en place, ça pose des questions aussi sur la décentralisation, c'est intéressant. C'est de se dire, est-ce que typiquement, la décentralisation ultime sert à quelque chose ou pas? Est-ce qu'une collection, est-ce que pousser le vice à bout de se dire, je vais mettre les NFT, les photos en décentralisé, les attributs, on ne pourra jamais les changer, etc., et partir dans une ultra décentralisation, est-ce que ça apporte un intérêt ou pas? Est-ce qu'on passe d'une confiance de 0 à 1 milliard? Est-ce que ça apporte de la valeur? Tout ça, après, c'est un débat qu'on pourrait avoir. Mais aujourd'hui, la plupart des collections NFT qui ont percé, c'était des collections qui n'étaient pas forcément très décentralisées, en tout cas à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, donc, il y a un effet un peu plus, encore une fois, une nouvelle vague où on veut remettre encore un peu plus de transparence, de propriété. Mais c'est intéressant de se dire qu'au final, est-ce que cette fameuse décentralisation, comme on en parlait avant, elle est vraie ou pas? Est-ce que c'est un écran de fumée? Ou est-ce que l'usage numéro 1 d'un NFT, c'est surtout d'être liquide, facilement envoyable? Ou est-ce que c'est d'être ultra transparent? Ça, après, c'est à débattre.
Alors, on va faire au mieux parce que le site est blanc et ça affiche pas très bien. Et du coup, comme j'ai pas de retour, on va faire vraiment au mieux. Donc là, je me suis simplement connecté avec mon wallet MetaMask ici. Et je vais pouvoir créer mon NFT. Donc, on va le créer ensemble. Donc là, j'ai choisi le nom de ma collection. Ensuite, on va aller chercher la blockchain. Donc là, j'ai choisi une blockchain de testnet, mais vous pouvez le faire sur Polygon, BNB Chain sans problème. On n'a pour l'instant qu'accès qu'au 721 dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais bien sûr, le 1155 va arriver bientôt. Je peux connecter mon compte Twitter pour montrer que je suis un créateur connu ou non, ou que ça peut m'apporter de la communauté avec ce smart contract. Hop, on va mettre une description, donc on va mettre test, on ne va pas s'ennuyer. On va mettre le petit artwork. J'essaye de voir comment je peux le récupérer parce que c'est tout en blanc, c'est pas top. Alors. Évidemment, ça c'est uniquement la partie technique. Une fois que c'est déployé, c'est pas juste ça. Un NFT, c'est faut au préalable avoir aussi des gens à qui envoyer les NFT. Et c'est pas forcément évident de le faire. Moi, typiquement, on avait créé la collection NFT des timbres. Je sais pas si vous avez acheté des timbres La Poste. C'était une super bonne initiative. Et c'est vrai que quand on le partage le timbre en physique, quand on le donne à quelqu'un, c'est toujours plus compliqué de faire comprendre qu'on peut offrir aussi l'actif numérique. Donc, il faut que les personnes aussi qui reçoivent les NFT soient aussi très ouverts et connaissent un minimum le Web3, la blockchain, les NFT. Sinon, ça peut vite en être dégoûté. Donc là, vous avez pu voir, je vous assure, c'est tellement plus rapide quand on est sur un écran où on voit quelque chose. Mais donc j'ai mis mon image, j'ai mis ma description, j'ai mis son titre. Là, je vais pouvoir designer les royalties comme on a vu tout à l'heure, le max supply, donc combien je veux qu'il y ait de maximum de NFT et son prix. Sachant que là, tu peux les rechanger après ou pas? Non, c'est fixe? Non, là, on est parti sur un contrat totalement freeze et on va voir après avec l'OpenGem Score où là, on ne pourra rien faire. Et le contrat, j'aurai 100% de l'ownership du contrat, c'est-à-dire que quand bien même c'est OpenGem qui le crée, ça reste mon contrat à moi qui est lié avec mon adresse et ce sera vos NFT à vous. On ne pourra rien toucher. Voilà, donc je vais décider de créer une collection de NFT gratuite. Et là, si j'ai bien tout rempli... Ah, je suis trop bête. Oui, il faut que on va en mettre une centaine. Typiquement, voilà, ça c'est intéressant. De toute façon, tu vas y venir, Benjamin, mais sur les Creative Commons, justement, sur l'IP, les droits, très importants. Ouais, du coup, c'est sur les droits de propriété. Je peux choisir plein de standards différents. Donc ça, c'est dans le domaine public. Tout le monde peut reprendre mes NFT, je ne sais pas, pour faire des t-shirts, ce que vous avez envie. Et OK. Il nous reste 10 minutes. De toute façon, on va faire très, très vite. Et après, ça, c'est les termes et conditions. Parce que c'est une plateforme qui est notamment réservée pour les artistes, mais vous pouvez l'utiliser sans problème. Ça ne coûte rien. Et là, donc, je vais signer le smart contract. Ça va le préparer. Normalement, ça devrait m'envoyer une requête. Donc là, vous voyez, j'ai créé le smart contract, j'ai bloqué les règles que j'ai demandées. Et là, on va le déployer. Ça m'envoie une requête. On est bien sur le testnet. Alors, j'espère que ça a bien sauvegardé mes paramètres de tout à l'heure parce qu'il faut, comme c'est du testnet, ouais, je te laisse, je remets juste les paramètres pour que ça fonctionne. Non, mais vous avez des questions ou pas? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Comme c'est du testnet, en fait, il faut que j'augmente les frais de réseau. Il y en a qui ont des projets ici de créer, même à titre perso ou pro, des NFT. Vous pouvez lever la main, ceux qui
Ok. Plutôt perso ou pro? Perso. Ah ok. Et pro? Ok. Intéressant. Et vous utilisez des outils comme ça, typiquement pour créer rapidement? Voilà. Et comment en 5 minutes, on vient de créer une collection de NFT et on va voir que derrière, j'ai même ma page de vente. C'est-à-dire que la solution est complètement tout en un. Voilà, j'ai ma collection Auxerre 2030 qui est gratuite. Et si je vais regarder son audit score, ben, il est à 100 sur 100, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai 100% de l'ownership du contrat et vous avez 100% l'ownership de la petite image qu'on a créée tout à l'heure. Alors, je précise quand même que, quand même pour info, le score est donné par la même boîte qui a créé les NFT. Juste pour préciser quand même. C'est pas un score indépendant de quelqu'un d'autre. C'est la même boîte qui met le score sur ce qu'elle vient de créer. Ok. Juste pour préciser quand même. Et on peut voir que voilà, je suis bien le créateur, c'est gratuit. Puis on peut s'amuser hein, si on veut en minter un. Ça va me proposer la même requête que tout à l'heure. Et voilà du coup comment simplement on peut créer une petite collection de NFT. On va faire un petit quiz et après on va passer aux questions si ça vous va. Je sais pas si on a le temps pour le petit quiz au final. Il y a 3 questions, ça va vite. Hop, et voilà, la transaction a été confirmée. Je viens de la voir ici. Et voilà. Il y en a un qui a été vendu entre guillemets parce qu'il était gratuit. Alors là, on va passer sur Kahoot. Donc tous ceux qui ont la chance d'avoir un Internet de qualité, on va pouvoir faire un petit jeu tous ensemble afin de voir que vous avez bien appris tout ce qu'on vous a donné. Et tous ceux qui sont intéressés, si vous voulez par exemple je sais pas, la checklist ou quoi que ce soit, je ne sais pas comment ça marche. Soit vous nous retrouvez sur LinkedIn, soit vous nous demandez à la fin et on s'ajoute vite fait sur LinkedIn ou peu importe, ou par mail, et on vous l'envoie avec grand plaisir. Alors vous allez avoir très vite voilà, le QR code, ou sinon vous allez sur kahoot.it. Et il n'y a pas le QR code parce que forcément là, ça affiche en blanc. Mais voilà, vous allez sur kahoot.it, vous mettez ce petit pin, et comme ça, vous pourrez jouer en direct avec nous. Tu offres quoi, Benjamin? Un atelier, on peut faire un petit atelier coaching pour déployer votre collection de NFT sur le stand de Web8 Studio. Alors, on va peut-être démarrer le petit quiz. De toute façon, vous pouvez rejoindre. Et comme on le fait vraiment de manière friendly. Alors, le but, c'est d'avoir bien sûr la bonne réponse. Et plus vous répondez vite à la bonne réponse, plus vous marquez de points. Alors, quelle est la différence majeure entre un ERC 721 et 1155? C'est le coût du mint, c'est la fongibilité, c'est le token ID ou toutes les réponses sont justes? Voilà, il vous reste une dizaine de secondes. Quoi? J'entends rien de ce que tu dis. Il y a plusieurs réponses possibles ou pas? Non, il y a toujours qu'une seule réponse possible, mais de toute façon, ça vous le voyez parce que quand vous cliquez, ça vous valide automatiquement. Donc voilà, donc toutes les réponses sont justes, c'est les différents points qu'on a vus. Donc le coût du mint, ça coûte beaucoup plus cher de faire un 721 justement parce qu'il y a un token ID. Et la fongibilité, ça je vous l'ai dit, si on est sur le petit jeu, sur un petit jeu, les landes, ils ne sont pas du tout fongibles parce qu'on va avoir le land Est et Ouest qui vont être complètement différents. Et là, on est en 721. Par contre, si on a une épée rouge pour aller tuer le dragon, que ce soit Maxence ou moi qui l'ai, ça va être la même et on peut la dupliquer en fonction des règles du jeu. Alors, bravo Didi, qui est pour l'instant premier ou première. Alors, IPFS utilise la technologie blockchain. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ah, il reste 3 secondes. Ah, c'est cool. Vous avez bien écouté. Donc oui, bien que ça peut être utilisé dans des smart contracts, IPFS, c'est pas du tout de la blockchain, c'est du peer-to-peer classique. Didi, toujours première au top, ou premier. Et dernière question, qu'est-ce qu'un NFT dit on-chain? Donc c'est un NFT dont les assets sont stockés dans la blockchain, un NFT qui est inscrit dans la blockchain, un NFT totalement décentralisé ou un NFT qui ne peut pas être burn. Ça, vous pouvez le déduire avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, le point qui nous touchait le plus. Du coup, ça va être un NFT dont les assets sont stockés dans la blockchain, puisque le NFT,
c'est forcément inscrit dans la blockchain puisque c'est un token. Le NFT, il est totalement décentralisé ou non, bah, ça ne nous change pas le fait qu'il soit on-chain. Et le NFT ne peut pas être burn, pareil, c'est une fausse réponse. Alors, on va voir qui va être premier et qui on va pouvoir applaudir. On va voir le podium avec Didi, 3e. Benf, qui est 2e. Et en premier, Sully, bravo. Est-ce que vous avez des dernières questions ou on est bon? En tout cas, n'hésitez pas à nous rajouter sur les différents réseaux, surtout sur LinkedIn, Maxence Guyot et Benjamin Moget, et vous pourrez retrouver cette présentation gratuitement. Alors, il faut chercher un peu, parce que on l'avait déjà créé il y a un petit moment, mais toujours d'actualité, hein, pas de problème. La tech n'a pas changé, mais vous pourrez la retrouver gratuitement. Maxence, un petit mot? Non, pareil, merci beaucoup. Je suis très content qu'il y ait eu du monde qui puisse s'intéresser à cette partie qui peut paraître un peu parfois très technique. N'hésitez pas, pareil, à nous retrouver sur un LinkedIn. Donc Maxence Guyot, G-U-Y-O-T, et Benjamin Moget, M-A-U-G-E-R. Merci beaucoup, et puis je vous souhaite un très bon salon.